Bonsoir à tous et toutes. Merci de nous avoir rejoints ce soir pour la conférence de Gilles Belvaux, qui va s'intituler Vulgarisation et médiation scientifique, le parcours d'un néophyte. Donc, vous l'aurez deviné, Gilles va nous présenter un peu son parcours d'illustrateur et de vulgarisateur scientifique, nous parler aussi un peu de son travail et puis peut-être plus largement de ce que c'est pour lui la médiation scientifique et la vulgarisation scientifique. Cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre d'un projet mené pour les 150 ans de l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand. Effectivement, cette année, l'OPGC fête ses 150 ans, puisqu'il a été fondé en 1871. Et dans ce cadre-là, les étudiants de l'OPGC, représentés par Manon Rocco ici présente, mettent en place avec l'association des doctorants d'Auvergne, d'Octovergne, un projet de bande dessinée avec Gilles Belvaux qui nous fait le plaisir de nous parler un peu de son travail ce soir. Donc encore une fois, merci Gilles. Merci. Avant de passer à la présentation, je vais juste vous demander à tous de bien vouloir couper vos micros et vos caméras afin de faciliter la connexion. Si vous avez des questions durant la conférence, vous pouvez les poser via le volet discussion qui se trouve à droite de l'écran et on les posera ensuite à la fin, à la fin de sa présentation à Gilles Belvaux. Voilà. Si ensuite vous avez des questions, vous souhaitez les poser à l'oral à la fin de la conférence, c'est possible. On vous demandera juste de bien vouloir lever la main avec le petit bouton réaction en bas à droite qui vous permettra de poser vos questions et de répartir la parole. Voilà, donc je vais laisser la parole à Gilles qui va nous faire une présentation d'une vingtaine de minutes et puis ensuite on pourra passer aux questions-réponses. Bonne conférence à tous et à tout à l'heure. Alors, bonjour et merci d'assister à cette présentation. Comme l'a dit Mariko, je fais de la vulgarisation illustrée. Comme je fais du dessin, je vais accompagner cette présentation avec quelques illustrations et j'espère que ça va bien fonctionner parce que c'est un peu nouveau comme exercice et j'espère qu'il ne va pas y avoir de couac. Alors, comme je suis là pour vous parler de mon parcours dans la vulgarisation, on peut commencer par se poser une petite question toute bête. Comment décide-t-on de devenir vulgarisateur? Alors, même s'il y a sûrement autant de cheminements différents que de vulgarisateurs, à mon avis, et contrairement à ce que dit cet enfant sur l'illustration, c'est sûrement une vocation plutôt rare dans la petite enfance. Après, pour les vulgarisateurs de formation scientifique, j'imagine que c'est certainement un cheminement qui se met en route pendant leurs études et en fonction de leurs affinités avec l'objet de leurs études. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas de formation scientifique, j'ai même pas du tout de formation puisque j'ai quitté l'école avant le bac et mon envie de faire de la vulgarisation, elle est venue en fait beaucoup plus tard. On va dire que c'est plutôt un processus qui s'est construit sur le long terme, mais qui correspondait quelque part à ma personnalité et à certaines envies que j'avais depuis longtemps en moi. Parce que finalement, je dessine depuis tout petit et j'ai très vite été attiré par les sciences et par la technologie. Comme en plus j'aimais lire, je suis aussi rapidement devenu un mordu des revues scientifiques comme Science et Vie ou Science et Avenir. Mais en fait, je n'ai jamais vraiment envisagé les sciences comme une option dans mon parcours scolaire. L'archéologie m'a un temps attiré, mais finalement, le dessin est quand même resté ma priorité. C'était ma passion première et celle que je pensais voir devenir mon métier. Puis, les aléas de la vie, et en l'occurrence pour moi, l'opportunité d'aller écumer les mers sur des voiliers de charter, ont décidé autrement, puisque c'est essentiellement pour cette raison que j'ai quitté le lycée, même si je m'ennuyais un peu depuis un bon moment déjà. Et après quand même m'être aussi débarrassé de mes
10 mois de service militaire, il s'ensuit donc une très belle expérience avec plein de superbes souvenirs sur des voiliers, les cheveux décolorés par le sel et le soleil, comme on peut le voir sur cette image. Et à l'époque, oui, j'avais des cheveux. Et le dessin, lui, par contre, est plutôt remisé au placard. Et au bout de quelques années, pour des raisons personnelles, je quitte la France et les bateaux pour m'installer en Suisse. Donc là, j'ai 24 ans, pas de formation et j'enchaîne donc les petits boulots pendant des années. Je redécouvre aussi en même temps, au fil du temps, le dessin que j'avais laissé complètement tomber, on peut dire, et l'envie de créer quelque chose. Donc, il y a quelques projets de blogs BD qui mûrissent, il y a certains qui se concrétisent, mais c'est sans grand succès, vraiment. Je tourne en rond, je ne sais pas vraiment quoi faire de cette envie de dessiner et de raconter quelque chose. Et puis, il y a 6 ou 7 ans, je découvre les chaînes de vulgarisation sur le net. Et à travers ces chaînes, malgré une culture scientifique, une culture générale scientifique pas trop mauvaise, je me rends compte que je traîne avec moi depuis des années des a priori et des préjugés sur des tas de sujets. Alors, comme je suis quelqu'un de curieux et ouvert d'esprit et que j'aime comprendre correctement les choses, je vais beaucoup plus loin, je lis énormément, je visionne des cours, des tas de conférences. Je redécouvre vraiment la science, ou plutôt je découvre la science sous un jour nouveau, avec ses qualités et ses défauts, mais surtout avec une approche plus vraie. Et je découvre aussi la méthode scientifique, l'épistémologie, toutes ces questions autour de la connaissance, de comment on fabrique du savoir, comment on évalue la qualité de ce savoir aussi. Et, et je commence enfin à comprendre comment fonctionne la recherche et donc les raisons pour lesquelles elle est aussi mal comprise souvent par le grand public. J'en viens même à suivre des cours de maths en ligne pour retrouver un niveau à peu près correct parce que j'ai complètement tout oublié, je ne suis plus capable de faire une simple équation. Donc, je me suis vraiment pris de passion. C'est un renouveau pour les sciences, avec une préférence pour la physique, c'est vrai, en tout cas au départ. Et puis à un moment, ça fait peut-être un peu mystique, mais j'ai une sorte de révélation et je comprends enfin ma relation au dessin, ce que je veux en faire depuis très longtemps. Et ce que je comprends, c'est que c'est pas le graphisme qui m'attire dans le dessin, c'est la possibilité de communiquer avec. Alors, l'idée de créer un blog BD de vulgarisation, elle vient bien sûr assez rapidement. Ah, je crois qu'il y a eu un couac avec mon image. J'ai une image de retard, ça devait arriver. Donc, l'idée de créer mon blog arrive assez rapidement. Je réfléchis au premier sujet de mes BD. Je planifie la mise en ligne. Je me dis que je suis certainement capable de raconter des choses intéressantes, mais je suis en même temps conscient de mes limites. J'ai beau avoir un regard plus clair sur l'univers scientifique, je sais que je n'en suis pas un. Et, et ma découverte de ce milieu, elle m'a aussi fait comprendre une chose, entre autres, c'est que faut éviter de crier victoire, victoire trop vite quand on pense avoir compris un truc rapidement sur un sujet complexe. Il y a en général de fortes chances pour qu'on ait tout compris de travers. Donc, je contacte un physicien de l'université de Genève et je lui envoie mes premières planches en lui expliquant mon projet et je lui demande s'il accepterait d'être mon relecteur. Donc là, bonne surprise, il accepte très rapidement, il me répond quasiment dans la foulée, il m'explique qu'il trouve mon projet intéressant et mon initiative pertinente. Et ce moment-là, ça a été pour moi un moment clé, c'est vraiment l'instant où j'ai pris conscience de ce que j'étais réellement en train d'essayer de faire. Jusque-là, on peut dire que c'était une sorte de rêverie personnelle, mais finalement, en impliquant ce relecteur, je lui donnais une dimension plus réelle. Et ce
qui est aussi assez drôle, c'est que c'est seulement à ce moment-là que je me suis vraiment posé la question de savoir quelle était ma légitimité à moi à faire ce travail. Qu'est-ce que j'avais à apporter à ce qui se fait actuellement dans la vulgarisation? Est-ce que, comme je pense, je peux faire un travail réellement intéressant? Est-ce que j'ai vraiment les compétences? Alors, ce qui est bien, c'est que quand on est un procrastinateur comme moi, c'est qu'en plus de tout remettre au lendemain, on range aussi assez facilement les problèmes dans un coin. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un peu tout ça de côté. Je me suis concentré sur mon blog. J'ai créé ce blog, je l'ai mis en ligne et j'ai réalisé mes premières publications. La première année, c'est resté plutôt confidentiel. Je n'avais pas la pression du jugement des autres. Je me satisfaisais simplement du plaisir que j'avais à réaliser mes BD et des quelques retours que j'avais déjà. Puis, j'ai quand même postulé au Café des Sciences, qui est une référence quand on s'intéresse en tout cas à la vulgarisation. Et j'ai été accepté. Grâce à ça, j'ai commencé à dessiner pour Qui dit Science, qui est un blog de vulgarisation pour enfants connexe au Café des Sciences. Et j'ai d'ailleurs fini par rentrer dans l'équipe. C'est d'ailleurs justement une expérience très enrichissante. C'est un beau travail d'équipe qui se fait sur ce site. Et puis, j'adore dessiner et écrire pour les enfants. Donc, par la suite, comme j'avais aussi parlé à mon relecteur de mon envie de visiter un laboratoire de physique, il m'organise une visite, la visite d'un labo à l'université de Fribourg. Alors, donc mon relecteur m'organise cette visite et je raconte tout ça par la suite dans une bande dessinée. Donc là, c'est juste une case, un petit extrait. Cette bande dessinée, elle circule en interne. Donc, suite à cette publication, on met en place avec le service de communication de l'université un format qu'on veut trimestriel sous la forme de portraits pour présenter les enseignants-chercheurs de l'université. Et en parallèle à tout ça, j'ai plusieurs demandes voilà l'image que j'ai oublié de mettre du coup. J'ai plusieurs demandes de professeurs, d'enseignants, de primaire, collège et même d'université qui me demandent d'utiliser certaines de mes planches dans leurs cours. Et là, je me rends compte que mon petit projet d'amateur du départ, il prend depuis quelques mois quand même une tournure un peu différente. Et puis, fin 2020, je suis licencié de mon travail pour des raisons économiques liées au problème de la pandémie actuelle. Et je me dis qu'il faut que je tente quelque chose. Donc, je suis quand même assez persuadé qu'il est possible à ce moment-là de faire ce que je fais avec l'Université de Fribourg, de le reproduire avec d'autres institutions scientifiques. Je pense qu'il y a un besoin dans ces milieux-là, qu'il y a une demande en tout cas au sujet de la vulgarisation ou de la médiation. Je monte donc un projet pour me mettre à mon compte. Et depuis quelques mois, je suis maintenant indépendant et en train de développer tout ça. Donc, j'ai aussi d'ailleurs des projets d'édition qui se profilent. Mais voilà, pour l'instant, je ne peux pas vraiment en dire plus. Donc, alors maintenant que je vous ai un peu présenté mon parcours, je vais vous parler un peu de vulgarisation et de médiation, ou en tout cas des réflexions que j'ai eues autour de ces thèmes dans le cadre de mon travail. Forcément, quand on se lance dans ce genre de projet, ça soulève beaucoup d'interrogations. Et même si en tant qu'amateur, comme je l'ai dit, je m'étais déjà interrogé sur ce qu'était la vulgarisation et comment je la pratiquais dans le cadre de mon travail, je me suis quand même questionné plus sérieusement quand j'ai décidé de me lancer professionnellement, parce qu'il fallait que je définisse encore plus précisément ce qu'était mon travail pour savoir ce que j'avais à proposer. Et parce que finalement, je fais quoi? C'est quoi la vulgarisation?
Est-ce que je fais de la vulgarisation? Est-ce que je ne fais que de la vulgarisation? Est-ce qu'il y a aussi un intérêt à faire de la vulgarisation? Voilà, c'était toutes ces questions qui, forcément, par lesquelles j'ai dû passer. Donc, quand je fais une bande dessinée sur un sujet technique un peu complexe, comme sur cette illustration, qui est un extrait de cette bande dessinée que j'ai réalisée justement pour un laboratoire de spectroscopie ultra rapide, quand j'essaye avec une bande dessinée comme ça et avec le dessin de rendre un sujet accessible, là, oui, je fais concrètement de la vulgarisation. Avec un dessin comme celui-ci, par exemple, on voit que je parle de quelque chose en lien avec les sciences, mais ce n'est pas directement de la vulgarisation. J'essaye plutôt d'inciter à la réflexion, j'essaye avec humour de sensibiliser et d'amener peut-être à revoir certains jugements, certains points de vue ou certaines opinions vis-à-vis des sciences. On peut dire plutôt que je titille l'esprit critique chez le lecteur. Après, quand je fais ce genre de dessin, ça c'est un extrait justement des portraits que je fais pour de l'Université de Fribourg, c'est juste une case. Même si dans ce travail, il y a un travail qui s'apparente un peu à de la vulgarisation, je m'inscris plutôt dans une démarche qui est de la médiation, en faisant découvrir des enseignants-chercheurs et leur travail. C'est plus une façon de dialoguer, de se rapprocher du grand public en lui montrant une facette plus humaine de la science et des scientifiques et différent peut-être des clichés que l'on peut avoir en tête. Donc, c'est justement en jetant un regard un peu critique sur ce que je faisais que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas parler uniquement de vulgarisation en parlant de mon travail. On mélange d'ailleurs assez facilement vulgarisation et médiation en utilisant l'un ou l'autre un peu sans distinction. Alors, comme on vient de le voir, c'est aussi parce que les deux fonctionnent aussi souvent ensemble. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a pour la vulgarisation une dimension plutôt explicative dans laquelle il y a tout un processus de simplification pour réussir à transmettre des connaissances complexes, tandis que pour la médiation, c'est une dimension plutôt implicative et qui sera orientée vers l'échange, le partage et une plus grande prise en compte des attentes de l'interlocuteur. Mais au final, voilà, ces deux notions sont les deux faces finalement d'une même pièce qui est la communication scientifique et qui a pour objectif de jeter un pont ou de réduire le fossé entre la science et le grand public. C'est d'ailleurs pour ça que je parle sur mon site professionnel de communication illustrée. Alors, maintenant que le distinguo est fait, on peut encore se poser la question de savoir quel intérêt il y a à essayer de rapprocher ces deux parties. Du côté de la science, il y a déjà l'idée de susciter des vocations. En vulgarisant la science, on la rend plus accessible, plus agréable, donc forcément plus attractive. On assure éventuellement un peu mieux la relève future. On peut voir ça aussi comme un devoir envers la société, les citoyens, un juste retour vers ceux qui finalement contribuent à financer la recherche publique. Il y a aussi l'idée de rétablir les faits, d'apporter la contradiction à certaines choses que l'on peut lire, voir ou entendre sur la science et qui peuvent être soit complètement fausses, mal comprises ou mal interprétées. Tout ça pour faire en sorte que les connaissances scientifiques qui circulent dans le grand public soient le plus juste possible. Alors, on en vient là à l'intérêt pour la science de communiquer pour son image, donc pour améliorer le rapport de confiance entre elle et la société. Et pour le grand public, je dirais qu'en mettant à disposition de la société et des citoyens des connaissances fiables et faciles d'accès,
La vulgarisation et la médiation apportent aussi une partie des éléments nécessaires pour nourrir une réflexion critique et objective, non seulement sur la façon dont se fait la science, mais aussi pour tous les débats de société qui impliquent la science. On peut, entre parenthèses, rajouter peut-être un petit bémol à ça en disant qu'il faut aussi se méfier je pense qu'il faut aussi se méfier de la façon dont cette communication peut être utilisée. La frontière entre la communication et la propagande, elle est parfois très mince et en fonction des objectifs ou des compétences du communicant, il peut arriver que cette frontière soit vite franchie. Parce que finalement, le vulgarisateur ou le médiateur, qu'il soit expert dans son domaine ou simple amateur, a une responsabilité dans ce travail de communication. C'est une passerelle entre deux univers qui ont souvent du mal à se comprendre. Et la solidité de cette passerelle tient pour beaucoup à la capacité du vulgarisateur à définir clairement les limites de ses compétences dans ce travail. Et donc à apprendre aussi à s'en remettre à ceux qui ont les compétences qui lui manquent. Pour construire un édifice solide et une communication capable d'atteindre ses buts en étant au plus près de ce que la science a réellement à nous dire. Alors, pour en revenir à mon travail et à ce que j'essaye d'apporter à la vulgarisation, je dirais que le dessin est un outil très efficace, car dans ce travail de vulgarisation, qui consiste finalement à travailler sur la forme en essayant de conserver au maximum le fond, avec le dessin, on arrive souvent à gommer le vocabulaire spécialisé ou au moins à l'accompagner pour le rendre compréhensible. Il y a aussi dans une bande dessinée la possibilité pour le lecteur de choisir son rythme, de s'arrêter là où il a besoin de réfléchir. Il y a donc un côté assez pratique avec l'illustration et la bande dessinée plus particulièrement. Et puis à côté de ça, il y a mes connaissances sur les sciences et la recherche qui ne sont que celles de l'amateur éclairé. Mais finalement, j'ai tendance à considérer ça presque comme une sorte de plus-value. Cette position d'entre-deux, qui est la mienne, me permet justement de bien jouer mon rôle d'intermédiaire entre, d'un côté, le discours de l'expert, qui souvent peut avoir du mal à savoir jusqu'où il faut aller pour qu'un énoncé soit suffisamment simple pour être compris, et de l'autre côté, les attentes en matière de vulgarisation propres à celui qui n'y connaît pas grand-chose. Alors, oui, bien sûr, il y a de très bons vulgarisateurs qui sont également des spécialistes dans leur domaine. Mais ce que je veux dire, c'est que dans mon cas, alors qu'au début, j'avais plutôt tendance à voir ça comme un défaut, j'ai finalement compris que ça pouvait être aussi un avantage et que ça donnait aussi certainement à mon travail ses particularités. Voilà. Donc, pour conclure, j'aimerais juste lire un court texte. C'est la préface, un texte d'Aldous Huxley dans sa préface au Retour au meilleur des mondes. J'ai voulu lire ce texte parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle pas directement de vulgarisation là-dedans, mais plutôt de la difficulté à partager des idées et des concepts sans les dénaturer ou en essayant en tout cas d'être au plus près de la vérité. Et ça se rapproche quand même pas mal de ce qu'est la vulgarisation. Donc, l'essence du bel esprit peut devenir la substance même du mensonge. Si élégante et amie de la mémoire qu'elle soit, la concision ne peut jamais, dans la nature des choses, rendre compte de tous les faits composant une situation complexe. Sur un pareil thème, on ne peut être concis que par omission et simplification. Deux procédés qui nous aident à comprendre, certes, mais dans bien des cas de travers, les formules adroitement tournées de l'abréviateur et non pas l'immense réalité ramifiée dont ces notions ont été abstraites avec tant d'arbitraire. Il est vrai que la vie est courte et la connaissance sans limite.
Personne n'a le temps de tout savoir. Et dans la pratique, nous sommes généralement contraints de choisir entre un exposé trop court ou point d'exposé du tout. L'abréviation est un mal nécessaire et celui qui la pratique doit essayer de se tirer le mieux possible d'une tâche qui, bien qu'intrinsèquement mauvaise, vaut encore mieux que rien. Il faut qu'il apprenne à simplifier sans aller jusqu'à déformer. Il faut qu'il apprenne à faire porter toute son attention sur les éléments essentiels d'une situation, mais sans négliger trop des à-côtés qui nuancent la réalité. De cette façon, il parviendra peut-être à restituer non pas toute la vérité, car elle est incompatible avec la brièveté dans la plupart des sujets importants, mais considérablement plus que les dangereuses approximations qui ont toujours été la monnaie courante de la pensée. Voilà. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Gilles, pour cette présentation. Bon, c'était un premier baptême pour vous. J'ai oublié mon dernier changement d'image, en fait. C'était pour aller avec le texte. Et bon, je vais le mettre maintenant. Voilà. C'était censé accompagner le texte. Oui, sur le travail d'abréviation. Voilà. Pas toujours évident. Pas toujours évident, non, c'est sûr. Alors, quelques questions. Avant de passer aux questions, d'ailleurs, je vous invite tous à ne pas hésiter à les poser dans la barre donc, de discussion qui se trouve sur la droite de votre écran. Et puis, si vous souhaitez prendre la parole à l'oral, c'est possible également. N'hésitez pas donc à lever la main avec le petit bouton réaction. Et puis, Manon et moi, on vous passera volontiers la parole. Et donc, je vois que Marie V a une question. Oui, bonjour. J'avais une question pour vous. Est-ce que c'est pas compliqué de faire de la vulgarisation scientifique quand on travaille pas du tout dans le domaine? C'est-à-dire, par exemple, pour comprendre les termes que les scientifiques nous donnent, par exemple, comprendre un sujet pour le vulgariser, c'est pas un peu compliqué? Alors oui, des fois, c'est très compliqué. Mais justement, ça fait aussi partie du travail. Il y a pas mal il y a certains sujets scientifiques que je connais mieux que d'autres, donc qui sont plus faciles à traiter. Il y en a d'autres que je connais pas du tout, que je découvre aussi des fois par le début. Et puis là, donc c'est un échange avec ceux avec qui je travaille. C'est aussi des recherches personnelles de mon côté pour essayer de comprendre justement et après s'approprier aussi le vocabulaire technique et puis réussir ce que je disais justement un petit peu avant à transformer ça avec des images pour rendre essayer de faire quelque chose le plus compréhensible possible, quoi. Mais des fois c'est compliqué et des fois il y a aussi beaucoup d'échanges et beaucoup de travail en amont de préparation pour réussir déjà pour que moi je comprenne ce que j'ai à dire et ensuite réussir à le transposer. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Nathalie Huré a une question. Alors bonjour, merci beaucoup pour votre présentation et puis merci de vous investir comme ça pour les 150 ans de l'Observatoire déjà. C'est vraiment très positif. Moi, j'avais une question en fait qui me taraude, elle est peut-être un peu même philosophique. En fait, pour moi, la vulgarisation, c'est l'accès à la connaissance à partir du moment où le questionnement est posé. Et des fois, dans la société dans laquelle on est, surtout au niveau des technologies, c'est peut-être l'historique qui fait ça, ou les technologies, c'est compliqué. En fait, je donne un exemple souvent simple. Par exemple, pour faire fonctionner un micro-ondes, en fait, la personne, elle veut juste appuyer sur un bouton, quoi. Elle veut pas forcément savoir ce qu'il y a comme technologie. Pourtant, elle est simple. Alors, je sais pas si ça vient de l'historique, de toutes ces technologies qui ont essayé de garder un espèce de pouvoir en étant un peu obscurantiste, en fait, pendant toute la période des développements, ou si c'est si en fait la société dans laquelle on vit, elle souhaite vraiment savoir dans quel monde elle vit. En fait, j'arrive pas à faire la part des choses entre une espèce de pouvoir du scientifique, de recherche du pouvoir du scientifique grâce à un obscurantisme, en fait. Voilà. Donc, c'est une question que vous devez peut-être vous poser aussi. Alors, bonjour et merci aussi. Alors, je sais pas, je pense qu'il y a plusieurs réponses. À mon avis, d'un côté, il y a déjà aussi l'abondance finalement de
de la technologie qui fait que, et de tous ces moyens technologiques qu'on a autour de nous qui fait qu'on s'intéresse peut-être pas forcément à tout. Après, il y a aussi la volonté de chacun. Il y en a certainement qui vont s'intéresser, je pense, plus facilement à savoir et à chercher à comprendre ce qui se passe derrière un micro-ondes que d'autres. Donc, une volonté, peut-être que certains ont envie, en tout cas dans le milieu scientifique, de préserver leurs privilèges. C'est possible, ça existe de partout, on sait que voilà. Mais je crois que dans l'ensemble, s'il y a peut-être une vulgarisation qui se fait, on passe, si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, c'est pourquoi des fois on passe aussi assez facilement à côté de certains trucs et on s'interroge même plus sur certains phénomènes qu'on observe au quotidien. C'est peut-être parce qu'on est aussi noyé dans tout ça et on devient finalement un petit peu aveugle à ce qu'on a autour de nous. On est noyé sous l'information, en gros. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est une pondération d'un petit peu tout ça. Et je pense que ces actions de vulgarisation scientifique, elles sont là, pour moi, pour vraiment désacraliser la science, en fait, que je vois très, très obscure pour pas mal de monde, alors que ma vision, c'est que c'est le monde qui nous entoure, quoi. Oui, alors C'est peut-être la rapidité, en fait, de tout le développement industriel, technologique, c'est entré en une centaine d'années ou 150 ans, enfin, et qui a fait que réellement, les gens, finalement, ils connaissent pas et le langage, et c'est des nouveaux mots, etc. Et donc, ça crée vraiment ça, il y a aussi, oui, cette notion de rapidité, ça s'est fait assez rapidement et tout le monde a peut-être été aussi un peu noyé sous tout ça. Ouais. Alors, je vais passer la parole à Pascal Bauger. Oui, bonjour. Écoute, moi, je voulais juste féliciter Gilles parce que je trouve que sa présentation a été super, très intéressante. Il s'exprime très bien. C'était très pertinent. Enfin, alors, moi, je fais partie de l'équipe Qui dit Science et je voulais rajouter qu'on était super content de t'avoir et que ses dessins et son approche, c'était vraiment un plus pour nous. Voilà, quoi. C'était juste le petit plus. Et merci beaucoup. Merci à toi, Pascal. Et puis voilà, j'allais te présenter, mais du coup, c'est fait. Donc, c'était Pascal qui tient Qui dit Science à bout de bras. Voilà. Qui le porte. On peut peut-être en profiter pour faire un petit rappel sur ce qu'est le Café des Sciences, dont vous avez parlé pendant la présentation, sans rentrer peut-être dans le détail. Juste dire un peu voilà, de quoi il s'agit. Oui, alors le Café des Sciences, c'est un cycle, enfin, c'est une association qui regroupe des vulgarisateurs scientifiques dans tous les domaines, et puis des vidéastes, des blogueurs, il y a des illustrateurs, donc il y a beaucoup de vulgarisateurs qui sont assez connus sur YouTube, vulgarisateurs vidéastes, puisque c'est quand même ceux qui ont le plus de visibilité, font partie du Café des Sciences. Et puis, voilà, il y a des membres qui rejoignent 2 fois par année, des nouveaux membres qui rejoignent 2 fois par année le Café des Sciences. Et le but, voilà, c'est encore une fois de diffuser la culture scientifique et puis à travers la vulgarisation et la médiation. Merci. Alors, je fais juste passer un message de Christine de La Muse en Parle, qui n'a pas de questions, mais qui vous félicite. C'était très clair, comme d'habitude, souligne-t-elle. Merci. Merci, Christine, qui fait partie de Qui dit Science. D'accord, très bien. Alors, moi, je voudrais juste en profiter peut-être pour reparler un peu du projet que vous menez, donc Manon et Gilles, pour les 150 ans de l'OPGC. Puisque je pense que c'est intéressant d'en parler comme vous travaillez dessus en ce moment. Gilles, vous parliez tout à l'heure de comment vous travaillez pour aborder un nouveau domaine. Alors peut-être qu'on peut faire un petit retour sur ce début d'expérience que vous menez ensemble, puisque bien sûr, le projet n'est pas terminé. Peut-être dans un premier temps, Manon, tu peux nous redire un peu quel est votre projet autour de ces 150 ans que vous menez ensemble. Et puis ensuite, peut-être discuter un peu de plus concrètement comment ça fonctionne et quels sont les objectifs derrière, si ça vous convient. Oui,
Oui, ça me convient. Alors, en février, on a lancé le projet de BD étudiante pour les 150 ans, les 150 ans de l'OPGC. Donc, c'est un projet qui me tenait déjà à cœur de mettre en place. Et en fait, le but, ça va être de vulgariser en fait les thèmes de recherche de scientifiques au sein de l'OPGC. Donc, l'OPGC, c'est l'Observatoire de physique du globe de Clermont, qui englobe deux laboratoires, donc le laboratoire magma et volcan et le laboratoire de météorologie physique, j'y arrivais. Et en fait, on va faire des planches. On va faire une planche sur l'école, plus l'école de l'OPGC. Donc, on va parler de la formation en master. Donc, on va faire une planche dédiée à ça. Et après, une planche plus au niveau du doctorat. Donc, on aura une planche qui sera ciblée sur quelqu'un. C'est Tristan Lacombe qui est au LMV. Donc, ça sera une planche plus côté LMV et une planche aussi de doctorant côté LAMP, donc qui sera sur mon sujet de thèse. Donc, ça va être la vulgarisation des sujets de thèse. Et ensuite, il y aura deux planches qui, elles, seront sur la recherche et l'enseignement de deux enseignants-chercheurs, pareil, à chaque fois, un au niveau du LAMP et un au niveau du LMV. Et du coup, pour partager ensuite au public, et on va essayer de faire une exposition et d'en parler autour de nous. Il y aura aussi une émission radio avec Radio Campus. Quand Gilles viendra, on va lui faire visiter le laboratoire, le chalet, tout ça. Et du coup, on va travailler là-dessus. Alors, je vois que Géraldine lève la main. Est-ce que tu souhaites compléter ou ajouter quelque chose? Non, je voulais juste poser une question. En fait, comment ça va ressortir ces planches? Sous quel format, en fait? Vous l'avez peut-être dit, j'ai peut-être pas écouté, je sais pas, mais est-ce que ça va être un petit livret? Comment ça va ressortir, en fait, concrètement? Alors, nous, on avait pensé à faire un livret. Donc, on est parti sur des grandes planches qui peuvent être réduites en format 4. Si je me trompe, Gilles, tu me Oui, reprends. pour l'instant, on est sur ça, oui. Voilà. Et en fait, les grandes planches, ce qui est bien, c'est qu'on pourra les tirer en grand et les exposer. Donc, on pourra avoir, par exemple, avec les BU au niveau des CESO ou au niveau de la fac, de l'UCA, pour pouvoir les exposer. Et ensuite, du coup, on pourra distribuer aussi le livret au grand public. Par exemple, à la fête de la science ou pendant l'exposition des 150 ans de l'EPGC. D'accord. Ok. Merci. De rien. Alors peut-être du coup, Gilles, peut-être vous pouvez nous dire un mot sur ce qui vous a intéressé dans ce projet et voilà comment ça s'est fait peut-être en premier lieu et puis comment vous avez travaillé ensuite ensemble avec les étudiants qui travaillent sur ce dispositif de BD. Ah oui, le contact s'est fait justement par le Café des Sciences, par une annonce qui a été partagée là-bas dedans. Donc, je les ai contactés, on a discuté, puis le courant est passé, j'ai fait quelques propositions de dessin. Et donc là, normalement, j'aurais dû être sur Clermont-Ferrand aujourd'hui, c'était ce qui était prévu. On a dû tout reporter, puis faire ce qu'on fait depuis le début, finalement, tout faire en visio. Donc, le travail, ça se passe donc, voilà, avec des échanges directs comme ça, qui sont quand même des fois assez sympas quand on a besoin de discuter un peu plus à fond du projet. Et puis, après, les échanges par mail avec des propositions de mon côté. Puis, on avance comme ça par petits pas jusqu'à avoir quelque chose qui convienne aux deux parties. Moi, j'essaie justement donc dans ce travail d'être à l'écoute de ce qu'ils cherchent et de définir justement là l'approche que je dois avoir dans mon travail. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui se décide comme ça d'un coup au début, on teste et puis par petites touches, on arrive finalement après à avoir le produit final qui correspond. Enfin, on essaie de faire correspondre le produit final à ce qui était voulu au départ. Oui, parce que donc là, pour resituer un peu les différentes étapes, vous avez échangé ensemble, vous avez échangé aussi avec des chercheurs qui travaillent dans différents domaines. Donc, bon, ça rejoint un peu la question de comment vous travaillez sur des domaines que vous ne connaissez pas forcément. Là, en l'occurrence, il y a deux quand même thématiques principales qui se dessinent.
comment vous arrivez à les penser comme un seul objet? Enfin, c'est un peu étrange comme question, mais je les pense, enfin, il y a la forme, il y a la présentation, donc là où on définit ensemble un petit peu à quoi on veut que ça ressemble. Après, sur les informations justement qui vont être données, là, typiquement, c'est une vulgarisation, on va dire, très légère. Là, c'est plutôt une présentation et puis il n'y a pas un travail justement. Si je devais m'intéresser en détail pour vulgariser le travail, que ce soit pour Manon ou Tristan ou les deux autres enseignants-chercheurs, ça serait aussi une démarche différente. Là, on reste un peu en surface. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail. Donc, c'est aussi pour moi une façon différente de travailler. C'est plus simple du côté vulgarisation. Ça ne veut pas dire qu'elle est aussi plus simple, que le travail est plus simple, parce qu'il faut aussi réussir à dire ce qu'il y a à dire finalement. Mais c'est différent. C'est un côté, un autre côté de mon travail. Ça ressemble un petit peu justement à ce que j'ai en plus court, c'est encore un peu plus condensé avec les portraits que j'ai fait pour l'Université de Fribourg. Ça se rapproche un peu de ça, sauf que c'est un peu plus long quand même du côté Fribourg. Et là, c'est très condensé, il y a quand même mais ça a l'air de fonctionner en tout cas. oui, c'est ce que j'allais dire, ce format portrait, vous l'avez déjà expérimenté. Voilà, Quel intérêt il a pour vous? En termes de vulgarisation, justement, pourquoi c'est intéressant de travailler à partir du portrait d'une personne plutôt que je sais pas, d'une question, d'une thématique? Il y a ce côté justement où on travaille toujours un peu dans l'intérêt de la science, je dirais, dans l'idée de partager, de communiquer sur la science, mais en prenant l'option du côté plutôt humain. Comme dans le dessin, il y a toujours aussi, on essaye de jouer un petit peu avec les gags, avec l'humour. Là, on se focalise un peu plus sur ça. Et puis, c'est une façon aussi d'aller discuter vers des gens, de leur présenter quelque chose en leur disant, voilà, la science, c'est ça aussi. Ça peut être de la vulgarisation pure et dure, mais on peut aussi la présenter de cette façon. Et puis, le quotidien, on en parlait tout à l'heure, juste avant, en visio. Le quotidien des enseignants, des chercheurs, des étudiants, c'est aussi l'étudiant de monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est aussi sympa de pouvoir raconter une anecdote, de parler de quelque chose qui est en lien avec la science, mais sans être directement de la science. C'est aussi intéressant, c'est aussi très intéressant, je pense, pour le grand public. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Gilles ou Manon, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter sur ce projet ou de manière plus générale? Un mot de la fin? Moi, j'ai hâte de voir le rendu final quand même. On a déjà eu quelques planches et quelques dessins et c'est déjà super. Donc, je trouve ça génial de travailler avec Gilles. Merci. Moi aussi, je trouve ça génial. C'est une super expérience. J'ai hâte de venir aussi sur place, de voir un peu toutes vos installations. Et oui, je pense que voilà, on va vers quelque chose qui va être assez sympa. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir un peu la finalité. Alors, je vais donner la parole à Evelyne Ducrot qui lève la main. Oui, juste pour dire que je suis ravie, en général, de la présentation des questions et du bientôt résultat. Et juste pour resituer dans le cadre général de l'université, puisque nous avons depuis pas très longtemps finalement, 2 petites années, mis en place des travaux BD avec des étudiants dans différents contextes. Et du coup, cette belle expérience vient compléter les autres et ça pourrait être valorisé même au-delà des 150 ans de l'OPGC qui sont déjà
en elle-même une belle opération dans laquelle le service culturel dont j'ai la direction est impliqué. Mais bien au-delà, c'est aussi cet apport de la BD dans l'univers de l'enseignement supérieur qui est très intéressant et sur lequel on est aussi en train de travailler nationalement pour justement mettre en avant les apports des BDistes spécialisés comme vous ou avec d'autres entrées, mais ça commence un petit peu à prendre forme dans les liens entre la culture, les arts et les sciences, et je m'en réjouis, je le partage. Oui, alors, pardon. Oui, alors il y a la vulgarisation par la BD. C'est vrai que ça a quand même tendance à aussi beaucoup se développer ces dernières années. Puis j'ai des projets d'édition qui sont en cours. J'ai eu l'occasion d'en discuter justement avec des maisons d'édition, et c'est vrai il commence à y avoir une demande. Ça a été un petit peu c'est assez récent. C'est vrai que l'intérêt pour la bande dessinée est assez récent, enfin pour l'illustration en général, mais voilà, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train effectivement de se dessiner, de se profiler. Oui. Merci beaucoup, Gilles. Alors, je ne sais pas s'il y a une dernière question. Sinon, je pense que l'on va pouvoir clôturer cette conférence très intéressante. Merci beaucoup aussi pour toutes les réponses à nos questions. On a tous très hâte de voir le résultat de ce projet donc pour les 150 ans de l'OPGC. J'en profite pour dire un petit mot quand même sur ces 150 ans, donc qui est un projet relativement conséquent, puisque en plus de ce projet de bande dessinée, il y a différents événements qui vont avoir lieu tout au long de l'année 2021, qui démarre en juin. Donc, je vous invite bien sûr à consulter le site internet de l'OPGC où sont rassemblés tous ces événements pour en prendre connaissance. On espère vous retrouver évidemment nombreux. On espère se retrouver aussi en présentiel pour ces différentes manifestations. Et puis, bien sûr, on espère vous accueillir très bientôt, Gilles, à l'Observatoire pour venir visiter toutes ces installations. Avec plaisir.